Alors, bonjour à tous. Je suis ravie déjà d'être avec vous ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'accord de performance collective. Je vais vous faire une introduction peut-être un peu plus longue, ou en tout cas, à- avant d'entrer dans le vif du sujet de l'accord de performance collective, je vais vous présenter des dispositifs qui sont connus euh, euh, pour vous permettre de comprendre en quoi l'accord de performance collective est une alternative et surtout pour vous permettre de choisir de la bonne manière le dispositif qui est adapté à ce que vous voulez faire et à votre objectif. Juste effectivement une précision, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas au fur et à mesure à les poser en fonction, soit j'y répondrai précision sur ce qui sinon, je répondrai par la suite. Pourquoi présenter ça aujourd'hui? Parce qu'effectivement, avec la crise sanitaire, les entreprises, pour certaines, rencontrent des difficultés ou en tout cas se posent la question de l'avenir et se disent qu'elles ont besoin de réfléchir à se réorganiser. Pendant la crise, on a eu des dispositifs massifs de soutien de l'emploi, notamment par l'activité partielle. Alors, je ne reviendrai pas sur l'activité partielle. Si vous avez des questions à la fin sur le question-réponse, pourquoi pas, on pourra en discuter. Mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Juste un point sur l'activité partielle. L'activité partielle n'interdisait pas les licenciements économiques, sauf à ce que, dans le cadre de l'activité partielle, vous ayez pris des engagements de l'emploi. Certaines directes ont d'ailleurs poussé à prendre ces engagements de maintien de l'emploi. Dans ce cas, il faut se poser la question des engagements que vous avez pu prendre. C'est peut-être un des premiers points sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est avant de se lancer dans une quelconque réorganisation, en ce compris dans un accord de performance collective, bien être vigilant à faire un bilan de la situation, auditer la situation, auditer où vous en êtes et vous dire notamment est-ce qu'on a pris des engagements de maintien de l'emploi, où est-ce qu'on veut aller. Le législateur, il vous offre une palette de solutions que vous pouvez combiner. L'important avant, c'est de se dire dans quelle situation on est et où on va. Alors, l'audit, c'est quoi? Je vais peut-être pas passer sur... Voilà. On va commencer par parler de pourquoi réorganiser une entreprise et comment. Donc, pourquoi on réorganise et comment on veut le faire. Déjà, le pourquoi, c'est est-ce qu'on a des difficultés? Les difficultés, c'est quoi? Ça a un sens, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'on a des difficultés au sens économique du terme, au sens juridique, puisque si vous vous dirigiez vers des plans de licenciement ou en tout cas pour un motif économique, il faut en avoir un. Des motifs économiques, il y en a 4 au sens juridique du terme, sont les difficultés économiques, les mutations technologiques, les réorganisations pour sauvegarde de compétitivité et la cessation d'activité de l'entreprise. Je ne reviendrai pas sur cessation d'activité de l'entreprise qui est en fait la fermeture, les mutations technologiques qui a priori n'est pas tout à fait dans le contexte et est assez peu utilisée. Les deux gros points sont toujours la sauvegarde de compétitivité et les difficultés économiques. Les difficultés économiques, c'est finalement assez borné par le Code du travail. Il faut avoir une évolution significative d'indicateurs économiques, de commandes, de la trésorerie, etc. Vous avez des exemples dans le Code du travail sur ce que c'est ces évolutions significatives. L'idée à retenir, c'est bien d'avoir des difficultés économiques. La sauvegarde de la compétitivité, c'est un peu différent, c'est qu'on n'est pas encore justement en difficulté économique, mais on se dit que si on ne fait rien à date, alors on va rencontrer des difficultés économiques. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que la sauvegarde de compétitivité, ça n'est pas de la rentabilité. On est bien dans une idée on va moins bien et si on ne fait rien, alors on aura des difficultés.
Ça veut pas dire que demain, on ne sera plus... ça ne veut pas dire qu'on est moins rentable. Si je décision là sur la notion de sauvegarde de compétitivité, mais en fait, c'est ce que je viens de vous expliquer à l'instant. Si vous estimez que vous êtes dans un de ces cas, c'est-à-dire que vous avez un motif économique à votre réorganisation, alors le champ des possibles vous est ouvert. Inversement, si vous n'avez pas de motif économique, il faut sans doute réfléchir aux alternatives et l'accord de performance collective est une alternative possible aux réorganisations classiques que sont les licenciements économiques. Ce que je vous dis, c'est pourquoi réorganiser une entreprise. C'est d'abord, on identifie nos solutions possibles. Donc, qu'est-ce que je veux faire quand je veux réorganiser mon entreprise? Est-ce que mon plus gros point, c'est ma durée du travail? Je sais que c'est coûteux dans mon entreprise parce que, je ne sais pas, mes salariés sont aux 35 heures, ils font beaucoup d'heures sup. Et donc, je paye beaucoup en heures sup. Est-ce que ça veut dire que mon taux de majoration des heures sup est trop important? Est-ce que mon contingent n'est pas suffisamment important? Et donc, au-delà de payer des heures sup, en plus, j'ai des repos, j'ai un nombre de repos important. Donc, ça veut dire qu'il faudrait augmenter le contingent. Est-ce que j'ai besoin d'astreintes que je n'ai pas mis en place? Ou alors, est-ce que en fait, la difficulté, c'est la performance de mes salariés? Pourquoi? Est-ce que j'ai besoin de traiter le problème de manière individuelle ou est-ce qu'au contraire, il faut imaginer des systèmes de rémunération variable pour augmenter cette performance? Tout ça, c'est des solutions imaginées pour se dire dans quel système je dois me diriger. Est-ce que mon problème, c'est simplement que j'ai trop de personnel et donc là, je dois aller vers de la réduction de personnel? Donc là, on est plutôt dans des dispositifs de licenciement économique ou rupture conventionnelle collective. En tout cas, l'objectif, c'est le départ des salariés. Ou au contraire, je peux imaginer d'autres solutions pour faire baisser ma charge, ma masse salariale. Et ça peut passer par, alors baisser des salaires, on y reviendra parce que c'est l'imaginaire de l'accord de performance collective, on peut faire ça un peu plus intelligemment, qui permet de faire adhérer les salariés au dispositif. En tout cas, il faut se poser la question de pourquoi vous réorganisez et comment vous voulez le faire et dans quel délai, évidemment, parce que ça peut prendre plus ou moins de temps. Comment réorganiser une entreprise? Je vous disais, il y a plusieurs dispositifs, donc réorganiser sans contraindre au départ, c'est quoi? C'est la possibilité de la rupture conventionnelle collective ou du plan de départ volontaire. Sans contrainte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit aux salariés, voilà, on a trop de monde, ou en tout cas, il faut se poser la question de réduire le nombre de postes, et donc vous allez appeler au volontariat au départ. On reviendra sur ces dispositifs, que autant la rupture conventionnelle collective est possible dans l'ensemble des sociétés, quel que soit l'effectif, autant le plan de départ volontaire, il est possible que dans les entreprises de plus de 50. Ensuite, vous avez un autre dispositif qui est connu, qui se décline différemment en fonction tant de la taille de votre entreprise que du nombre de départs envisagés, mais c'est le licenciement économique ou PSE. Et ensuite, vous avez les alternatives qu'on verra ensemble. Si je reviens rapidement, je passe un peu vite sur les premiers dispositifs qui sont des rappels, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou on pourra y revenir à la fin. La rupture conventionnelle collective, vous avez déjà dû en entendre parler. Cette rupture conventionnelle, elle nécessite évidemment qu'un accord collectif soit signé. Donc vous pouvez le faire de manière dérogatoire, et ça vous avez aussi déjà dû en entendre parler. On reviendra sur les modalités de signature en fonction des tailles d'entreprise, mais en tout état de cause, vous pouvez le signer dans toute taille d'entreprise, indépendamment d'avoir un délégué syndical ou pas. L'objectif de cette rupture conventionnelle collective, c'est bien que les salariés soient volontaires au départ, ce qui veut dire que vous ne procéderez pas à des licenciements. D'ailleurs, vous vous engagerez à ne pas procéder à des licenciements économiques, j'entends,
au cours d'une période qui sera déterminée dans l'accord pour atteindre votre objectif. Si vous dites l'objectif est de faire moins 5 salariés ou d'avoir 10 départs, 5 départs, si vous n'avez que 2 ou 3 salariés volontaires, vous ne pourrez pas licencier, en tout cas pas pour motif économique, le restant. Vous n'avez pas à démontrer un motif économique comme je vous ai expliqué juste avant. Vous devez justifier ou en tout cas expliquer pourquoi vous faites cette collectif, vous devez le faire et dans l'accord vis-à-vis de la directe et de toute façon vis-à-vis de vos salariés. Il faut bien expliquer un contexte, la stratégie que vous suivez et pourquoi vous avez besoin de vous séparer de salariés. Pour autant, ça n'a pas à être fait avec un motif de difficulté économique ou de sauvegarde de compétitivité. Pardon. Dans le contexte actuel, on voit effectivement des RCC arriver et des RCC justifiés qui ne vont sans doute pas vers le motif économique au sens juridique du terme, et pour autant avec une baisse quand même de clientèle, de commandes, etc. Mais ça vous permet d'anticiper toute difficulté. La rupture conventionnelle collective, vous engagez donc la négociation, vous déterminez le périmètre que vous souhaitez. Si vous estimez que vous avez trop d'effectifs dans la partie administrative de votre société ou dans la partie commerciale, vous n'êtes pas obligé de viser au départ l'ensemble de votre entreprise. Ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que ne part pas qui veut, en tout cas pas totalement. Vous allez déterminer votre organisation et vous allez dire, ben voilà, on a, je sais pas, on a 10 commerciaux au sein de la société, on n'a plus besoin d'autant de commerciaux, donc pour la partie pôle commercial, il y a la possibilité de 2 départs. Ce qui veut aussi dire que vous allez vous permettre d'obtenir ces départs et d'un autre côté, ne part pas entièrement qui veut. Vous allez devoir déterminer ensuite des critères. Si vous aviez 3 commerciaux qui décident de postuler au départ, il faut déterminer comment vous allez choisir les 2 commerciaux qui pourront partir. Vous pouvez déterminer un autre département, je ne sais pas, la finance, vous avez une personne en trop, ce qui veut dire que si vous avez absolument besoin de votre pôle administratif à côté, ces personnes ne pourront pas postuler au départ. Donc ça vous permet un peu de redéterminer au sein de votre entreprise comment vous souhaitez faire partir des gens. Évidemment, pour qu'ils acceptent de partir, en général, dans les ruptures conventionnelles collectives, on propose un certain nombre d'accompagnements. L'objectif est qu'ils aient une justification à leur départ, projet de monter une entreprise, de changer de métier, donc suivre une formation en vue de faire autre chose, etc. Tout cela est validé par la directe, c'est-à-dire que votre accord, et donc la directe va s'assurer que votre accord correspond aux exigences juridiques. La validation par la directe des accords RCC est assez souple. Il vérifie simplement que le projet est en cohérence. Une fois l'accord validé par la directe, eh bien, vous découlez ce que vous aurez rédigé dans votre RCC. Les salariés protégés peuvent effectivement être inclus dans ces RCC, mais toujours soumis à autorisation de l'inspecteur du travail. L'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que les représentants du personnel, en général, sont plutôt positifs, si je puis dire, vis-à-vis de la RCC, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte au départ, pas de licenciement économique. L'administration du travail, c'est pareil. Dès lors que vous ne forcez pas au départ, ils voient plutôt d'un bon œil ce genre de dispositif. Et pour les salariés, il n'y a pas de contrainte au départ. Pas de motif économique comme vous le disiez, moins de risque de contentieux forcément puisque les salariés postulent pour partir, donc
a priori, vous limitez vos risques tant factuellement que juridiquement, puisque c'est bien encadré, et vous avez une flexibilité sur effectivement la population que vous impactez, les délais et l'accompagnement, puisque c'est vous qui allez choisir à quel moment la rupture sera acquise en fonction des besoins de l'entreprise. Pas de plan de reclassement, puisque vous savez, dans le licenciement économique, on doit tenter de reclasser les salariés puisqu'ils ne souhaitaient pas partir. Inversement, là, ils souhaitent pas partir. Vos challenges, c'est effectivement d'arriver à conclure un accord, puisqu'il faut quand même à un moment trouver les partenaires pour négocier et signer un accord. Donc, il faut qu'ils adhèrent au projet. Il faut que vous puissiez gérer l'échec possible, c'est-à-dire qu'il est possible que les salariés ne voulent pas et donc ne souhaitent pas quitter la société, ou inversement, que vous ayez un grand nombre de salariés qui postulent, ce qui veut dire que certains ne pourront pas partir, vous aurez potentiellement des déceptions à gérer. En principe, vous n'avez pas de deuxième étape contrainte possible, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, si vous n'avez pas atteint votre cible, vous ne pourriez pas passer en licenciement éco. En réalité, bien souvent, on passe à cette deuxième étape plus tard, mais en tout cas, vous ne pouvez pas accoler ces deux étapes, ce n'est pas l'objet de ce système. L'autre système dit volontaire, c'est le plan de départ volontaire. Le plan de départ volontaire, c'est réservé aux entreprises de plus de 50 salariés. Je vais peut-être y revenir dans un second temps, en même temps que je vous traiterai le PSE et le PSE mixte, puisque c'est réservé à une population plus restreinte. Si on en vient à comment réorganiser une entreprise de manière contrainte cette fois, comment on réorganise de manière contrainte? Là, on est sur le licenciement économique. Donc, le licenciement économique, ce qu'il faut bien distinguer, c'est quel est mon nombre de licenciements envisagés. Donc, ce n'est pas combien je vais licencier au bout, c'est qu'est-ce que j'envisage de licencier. En fonction de combien de personnes vous envisagez de licencier, vous êtes dans un licenciement économique individuel si vous visez une personne, un petit licenciement économique si vous visez moins de 10 salariés, et dans un grand licenciement économique collectif si vous visez plus de 10 salariés. La procédure est différente si vous êtes une entreprise de moins de 50 ou plus de 50. Plus de 50 et plus de 10 salariés visés, on est dans ce qu'on appelle les PSE. Moins de 50, on est dans des licenciements économiques qui sont hors PSE. Ça a son importance dans la mesure où le PSE est une procédure beaucoup plus contrainte et complexe à mettre en œuvre. Donc, si on est dans une entreprise de moins de 50 et on licencie moins de 10 salariés, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on ne met pas en œuvre de PSE. En fonction de votre présentation du personnel, il y aura une information consultation de vos élus. Cette information consultation de vos élus, elle va passer par 2 réunions distinctes à minima pour que le CSE rende son avis. Vous allez devoir remettre un document de consultation à votre CSE en expliquant les raisons économiques. Et là, on revient au motif économique que j'évoquais tout à l'heure. Donc, est-ce que vous êtes dans la sauvegarde de compétitivité ou les difficultés économiques? C'est un document qui doit être assez construit et complet, puisque si vous avez une contestation ensuite de votre motif économique, ça va se jouer ici. Ce que vous devez évidemment évoquer le nombre de licenciements envisagés, c'est plus qu'évoquer, c'est-à-dire que vous allez dire on envisage de licencier 10 personnes. Et ces 10 personnes, dans un licenciement économique, elles ne sont pas visées, c'est-à-dire que vous allez établir des catégories professionnelles au sein de votre entreprise, et ces catégories professionnelles vont vous permettre de dire au sein de la catégorie professionnelle, je vais supprimer 3 postes. Vous devrez ensuite faire tourner ce qu'on appelle les critères d'ordre, et c'est en ayant fait tourner ces critères d'ordre que vont être désignés les salariés à licencier. Je vous laisse me dire si vous voulez que je sois un peu plus précise sur ce qu'est une catégorie professionnelle et ce que sont des critères d'ordre.
Mais l'important à retenir entre la différence entre un licenciement économique et un licenciement individuel, c'est que dans le licenciement économique, vous ne visez pas des personnes déterminées, vous allez au résultat tomber sur des personnes, mais l'objectif est bien de viser un poste, la suppression d'un poste. Ce qui veut dire que vous ne licenciez pas forcément la personne auquel vous pensiez, ou en tout cas la personne la moins performante. Donc, dans votre fameux document de consultation, vous allez également déterminer le calendrier prévisionnel et les mesures de nature économique envisagées, les conséquences de la réorganisation, etc. On est dans une entreprise de moins de 50, un licenciement de moins de 10, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'obligation particulière de mesures d'accompagnement. Vous allez bien sûr avoir les indemnités classiques, légales ou de licenciement, mais vous n'avez pas de mesures spécifiques à mettre en œuvre. En revanche, vous allez devoir reclasser vos salariés, c'est-à-dire que si d'autres postes sont ouverts au sein de l'entreprise, il faudra tenter de les reclasser sur ces postes, évidemment sous réserve que ce soit des postes adaptés à leur profil. La directe intervient, mais intervient postérieurement, c'est-à-dire que vous n'informez la directe, donc l'administration du travail, que postérieurement au licenciement. Donc on n'a pas la même notion que dans la rupture conventionnelle ou dans le PSE de vérification en cours de procédure. Il y a un entretien préalable avec vos salariés et un licenciement dans un délai qui est un peu différent du licenciement individuel. Si on est toujours dans une entreprise de moins de 50 salariés et un licenciement cette fois de plus de 10 salariés, la procédure se ressemble, même si elle a des petites différences en termes de délai. Le point important à retenir, c'est que il faut cette fois envisager des mesures pour éviter le licenciement ou en limiter le nombre et faciliter le reclassement. Donc ça veut dire des mesures du type payer des formations, pourquoi pas envisager des mesures de mobilité si vous savez que vos salariés sont mobiles ou qu'une entreprise peut recruter un peu plus loin et donc les aider potentiellement au déménagement. Voilà. Ce sont des mesures de ce type. Cette fois, le rôle du direct est un peu plus important, c'est-à-dire que dès lors que vous allez commencer à consulter vos élus, vous allez adresser le document de consultation à votre direct qui va étudier le document et va pouvoir vous donner son avis, opérer des vérifications, vous dire qu'il faut améliorer votre accompagnement de vos salariés, par exemple. Vous ne serez pas tenu de suivre ce que va vous demander le direct. Pour autant, c'est toujours assez délicat de s'opposer aux demandes du direct. En tout cas, il faudra justifier pourquoi vous ne suivez pas ces demandes. Et en général, ces demandes peuvent vous aider à identifier les points qui sont délicats dans votre opération et qui pourraient, au contentieux, vous mettre en difficulté. Si on en vient au licenciement éco dans les entreprises, cette fois de plus de 50, lorsque vous visez donc plus de 10 salariés, donc là on est sur des options de PSE. Donc le PSE, on a en gros deux types de PSE, ce qu'on appelle le PSE mixte ou le PSE avec ce qu'on peut dire des licenciements secs. Donc un PSE mixte, c'est quoi? C'est qu'on a une première phase de volontariat et si on ne parvient pas à l'objectif uniquement avec le volontariat, on attaque une deuxième phase qui est une phase de licenciement. Donc ces deux phases se trouvent au sein d'un même PSE. Ça veut simplement dire que vous allez implémenter en deux étapes. Dans la première étape, vous allez proposer aux salariés que vous viserez, ou en tout cas, encore une fois, on en revient aux catégories professionnelles, vous allez déterminer quel pôle de votre entreprise peut être volontaire au départ. Et si vous ne parvenez pas à l'objectif en première étape, c'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment de volontaires, alors vous passez à la seconde étape qui est le licenciement sec. Les conditions de départ sont déterminées par l'accord il est
plutôt conseillé de passer par cette première phase de volontariat. Vous l'entendez souvent dans les médias, c'est quand même beaucoup plus apprécié et ça permet de pacifier beaucoup les relations, de se dire qu'on propose d'abord en premier lieu aux salariés d'être volontaires au départ, parce que certains salariés peuvent avoir un projet de faire autre chose, encore une fois de créer une entreprise ou qui ont envie de quitter la société. Évidemment, il faudra un projet. Le projet, c'est pas de quitter la société pour aller s'inscrire au Pôle emploi. Mais en tout cas, d'avoir cette idée de départ volontaire, c'est toujours positivement vu. Et on est toujours surpris de constater que le volontariat fonctionne assez bien et qu'on peut arriver à l'objectif cible avec uniquement du volontariat. En revanche, lorsqu'on est dans PSE, on a nécessairement besoin de justifier d'un motif économique. Ce qui veut dire, on en revient toujours à la présentation de départ, c'est les difficultés économiques, la sauvegarde de compétitivité. Ce motif économique, vous allez le présenter dans ce qu'on appelle un livre 2. Et donc, c'est une présentation économique de votre projet. Ce qu'on appelle le livre 1, c'est les mesures d'accompagnement. Donc, dans un PSE, vous avez des mesures d'accompagnement diverses et variées qu'il faut adapter en fonction de la taille de votre groupe et les possibilités de votre groupe. On n'a plus de CHSCT, donc depuis qu'on est en CSE, il faudra prévoir dans ces documents l'impact conditions de travail de votre projet. Vous avez 2 méthodes pour élaborer votre PSE, qui est l'accord collectif ou le document unilatéral. Vous n'êtes pas obligé de passer par accord collectif. Alors, c'est conseillé de tenter de parvenir à un accord collectif, et si vous n'y parvenez pas, vous pouvez passer à l'unilatéral. Vous transmettez votre document au direct, qui le valide ou l'homologue en fonction de si vous êtes en accord ou à l'unilatéral. Et vous implémentez. L'avantage de ces 2 dispositifs, c'est que vous avez, vous, une vision très claire du nombre de licenciements et vous êtes certain d'atteindre votre cible, à la différence des process uniquement volontaires, puisque si vous n'avez pas atteint la cible avec le volontariat, alors vous procéderez à vos licenciements. Les gros challenges, ils sont clairs, c'est qu'effectivement, vous avez un risque de blocage, c'est-à-dire d'opposition tant par vos représentants du personnel que par vos salariés, qui auront tellement envie d'empêcher votre projet. Donc, il faut évidemment prévoir une certaine démotivation généralisée, même si vous déterminez des populations très clairement impactées, ça impacte globalement une entreprise. Vous n'avez bien sûr pas de flexibilité sur votre population impactée, c'est-à-dire qu'on applique les critères d'ordre dans les catégories professionnelles et on ne choisit pas les salariés qui partent, avec une obligation de reclassement, ce qui induit un gel des recrutements. Voilà, je pense que je vous ai brossé un tableau un peu rapide, mais des gros dispositifs que l'on connaît sur comment on réorganise une entreprise. Et on va venir au cœur de notre sujet qui est, l'accord de performance collective. Alors, un accord de performance collective, c'est quoi? C'est, comme son nom l'indique, c'est un accord, c'est-à-dire qu'on ne peut le mettre en place que par accord. Et dans cet accord, on va négocier des mesures dans 3 domaines. On peut cumuler ou non les domaines visés par l'accord, mais les 3 domaines, c'est la durée du travail, la rémunération et les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique au sein de l'entreprise. En fait, ce que vous sentez pointer là, ce sont les gros axes quand vous souhaitez modifier le contrat de travail d'un salarié. Vous le savez, il vous faut son accord lorsque vous touchez à sa durée du travail, à sa rémunération ou par mobilité professionnelle ou géographique. La mobilité professionnelle sont ses fonctions et la mobilité géographique, c'est si vous décidez de le déplacer géographiquement.
Vous allez donc pouvoir signer un accord dans un de ces domaines. Et pourquoi cet accord se distingue fortement des autres? C'est par son impact sur le contrat de travail, puisque si le contrat de travail de votre salarié n'est pas compatible avec ce que vous allez indiquer dans votre accord de performance collective, alors il va s'imposer au salarié et ce qui est prévu dans le contrat de travail du salarié va être suspendu pendant la durée de vie de l'accord. Vous allez prévoir la durée de vie de votre accord, alors illimité ou non, et pendant toute cette période, c'est l'accord qui va prévaloir sur ce qui est indiqué dans le contrat de travail du salarié. Donc si dans son contrat de travail, il était aux 39 heures et dans l'accord de performance collective, vous mettez tout le monde aux 35 heures, alors, on discutera ensuite des autres modalités, c'est est-ce que vous avez touché la rémunération, etc. Alors, ça s'impose au salarié. Le salarié a quand même une possibilité de refuser, mais la conséquence, c'est son licenciement. Et son licenciement a une cause réelle et sérieuse. La cause, elle est dans votre accord. Donc, c'est assez dur pour un salarié. De prime abord, cet accord, on ne voyait pas très bien comment on allait l'imposer. Cet accord, il existe depuis les ordonnances Macron de 2017, donc ce n'est pas tout neuf. Au départ, ça a connu un assez faible succès. Et là, avec la crise Covid, on a eu un regain d'intérêt de cet accord. Il y a des entreprises qui ont aussi pas mal communiqué sur cet accord en disant attention, ça n'est pas que négatif. Il ne faut pas se dire que par l'accord, vous ne faites simplement qu'imposer une baisse de la rémunération sèche, une augmentation de la durée du travail sans augmentation des salaires de manière sec. C'est tout un projet qu'il faut construire, puisqu'évidemment, l'objectif est de faire adhérer les salariés à cet accord pour arriver à signer déjà, et puis à l'appliquer de manière assez positive. Mais vous pouvez faire, vous pouvez faire pas mal de choses avec cet accord de performance collective. Il faut, je vais vous brosser la manière dont il fonctionne. Pour signer un accord de performance collective, il faut prévoir un motif. C'est d'ailleurs une des seules conditions finalement posées par les textes pour négocier un accord de performance collective. Les motifs, il y en a deux. C'est répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou préserver ou développer l'emploi. Donc vous le voyez, on n'a pas besoin de motif économique. On peut avoir un motif économique. Il peut arriver qu'on en ait un en même temps, ou en tout cas, on décide de signer ça parce qu'on estime qu'on en a plus ou moins un, mais on ne vous a pas demandé d'en avoir un et on ne vous a pas demandé d'en justifier un. En revanche, on vous demande de vous situer dans un de ces deux motifs. 75% des entreprises signent des accords sur le fondement de la nécessité liée au fonctionnement de l'entreprise. Alors là où j'attire votre attention, c'est qu'il ne faut pas se dire ok, j'écris que c'est nécessité liée au fonctionnement de l'entreprise et ça c'est fait. C'est une des seules conditions, mais il faut quand même la justifier. C'est-à-dire que si votre accord est contesté, c'est finalement un des seuls axes de contestation possibles. Il faudra expliquer en quoi vous avez besoin de signer cet accord pour que votre entreprise fonctionne mieux. Donc ça peut aller avec le motif économique, ça peut être de se dire que votre durée du travail, elle n'est absolument pas cohérente avec votre fonctionnement, etc. En tout cas, il faudra porter une attention particulière à ce motif. Je vous donne quelques illustrations de ce qui est un motif. Donc, la nécessité de redéployer du personnel sur des sites de production de l'entreprise, puisque vous avez la possibilité de prévoir la mobilité géographique de vos salariés. C'est quoi cette nécessité de redéployer du personnel sur les sites de production de l'entreprise? Eh bien, certains sites de production ont un surcroît d'activité, alors que certains sites de production n'ont plus grand-chose à faire, ce qui a peu de sens, puisque ça va être coûteux pour un site où vous allez devoir soit embaucher du monde temporaire en fonction de vos commandes, et d'un
l'autre côté, vous avez des sites de production où vous payez des salariés c'est grossièrement résumé, mais en tout cas à moins travailler. L'accord de performance collective, il peut vous permettre de faire cette. Donc, vous avez cette première balance qui est transférer les salariés géographiquement sur un autre site de production. Et puis, vous aurez, grâce toujours à cet accord, si vous avez une durée du travail qui est différente en fonction des sites de production, etc., vous pouvez imaginer un système pour transférer vos salariés de production. C'est aussi l'occasion de faire face à un surcroît durable ou au contraire une baisse durable d'activité en majorant le temps de travail ou en réduisant la durée du travail. Et évidemment, vous allez enfin, pas évidemment, mais en tout cas, vous pouvez faire un lien entre cette augmentation et cette baisse avec la rémunération. Donc, vous pourriez décider soit d'augmenter la durée du travail sans toucher les rémunérations, soit vous dire que vous modifiez les majorations d'heures supplémentaires, par exemple, ou les taux de majoration d'heures supplémentaires, par exemple, puisque vous savez que par accord, vous pouvez prévoir que les taux de majoration d'heures supplémentaires sont à 10%, par exemple. Donc, vous touchez le taux de majoration d'heures supplémentaires et vous augmentez votre contingent d'heures supplémentaires. Vous pouvez harmoniser des rémunérations, prévoir des modifications de structure de rémunération. Si vous vous rendez compte que vous avez des écarts de rémunération entre des salariés, vous pouvez avoir plein de raisons pour avoir ces écarts de rémunération, des raisons historiques, vous avez fusionné entre deux sociétés, finalement qui font désormais dans la même société avec des rémunérations complètement différentes. C'est aussi l'occasion avec un APC d'harmoniser tout ça. Ce que nous dit bien l'administration du travail, et là effectivement j'attire votre attention avec ce que je vous ai dit avant, attention à l'abus de droit. C'est-à-dire, ce que nous dit l'administration du travail, c'est l'accord de performance collective, il ne doit pas avoir pour effet de remplacer les accords existants, les PSE. Si votre idée, c'est de faire déménager l'intégralité de la société, vous êtes installé à Troyes, vous faites déménager tout le monde à Bordeaux, même si Bordeaux, c'est sans doute très sympathique, mais enfin, vous vous doutez que vos salariés vont quand même, vous allez avoir du mal à faire adhérer tout le monde au projet, et vous faites ça par accord de performance collective. L'administration considère, alors évidemment, c'est toujours sous réserve d'appréciation du juge, en tout cas, l'administration du travail attire votre attention sur le fait que on peut imaginer que vous allez avoir un refus massif et avec l'APC, avec les accords de performance collective, vous n'avez pas du tout le même soutien financier qu'avec un PSE. Donc vos salariés vont se retrouver licenciés avec quasiment rien parce qu'ils ont refusé d'aller de Troyes à Bordeaux. Je vous résume, mais c'est l'idée. L'accord de performance collective, donc on a vu qu'il lui fallait un motif. La question suivante, c'est avec qui l'accord est négocié. Est-ce qu'il est possible de négocier ce type d'accord en l'absence d'organisation syndicale représentative? La réponse, a priori, est oui. Pourquoi je vous évoque ce point? Parce que ce n'est pas non plus complètement clair. A priori, on peut le faire. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises le font et on a vu pas mal d'accords de performance collective être signés dans des petites entreprises. Le texte légal comporte aucune restriction. Dans l'esprit du texte, l'idée était bien de permettre à tous de signer ce type d'accord et vous avez des validations de l'administration. Pour autant, on a un argument en défaveur qui est la décision du Conseil constitutionnel qui avait traité du point, alors qui ne nous a pas dit attention signé en l'absence d'OSR, mais dans sa réponse que je vous ai du coup indiquée dans les slides, il nous dit non mais il n'y a pas de problème avec l'accord de performance collective comme il est approuvé par des syndicats. Oui, alors pas forcément, c'est justement notre point. Bon, j'attire votre attention sur ça. Pour autant, depuis 2017, il est signé dans tout type d'entreprise et pour le moment,
ils n'ont pas été retoqués dans des entreprises de moins de 50 ou sans OSR. Les règles de conclusion des accords, donc là j'y reviens, mais en fait c'est les règles de conclusion des accords de performance collective, c'est les règles de conclusion classiques dans toutes les entreprises et pour tout type d'accord. Donc c'est un accord collectif majoritaire. Donc si vous avez des organisations syndicales représentatives, il faut avoir recueilli plus de 50% des suffrages au premier tour des élections ou entre 30 et 50 avec référendum de ratification. Bon, c'est les modalités de signature classiques des accords. Je vous précise quand même que le CSE a la possibilité de mandater un expert comptable pour qu'il apporte son analyse aux organisations syndicales pour préparer la négociation. Comment on négocie en l'absence d'OSR? Je vous ai résumé ça par un petit tableau. Ça dépend effectivement de l'effectif de votre entreprise. Donc, si on a moins de 11 salariés ou entre 11 et 20 salariés sans CSE, eh bien, votre projet d'accord, il est proposé par l'employeur. On communique le projet aux salariés. Vous savez, il y a ces délais à respecter de 15 jours. On consulte le personnel par référendum et le projet est ratifié à la majorité des 2/3 du personnel. C'est important de préciser ces modalités de négociation et c'est important dans la réflexion à avoir sur un accord de performance collective de comment il faut que je parvienne, quelles sont mes modalités de signature parce que ce sont les premières personnes à convaincre déjà de la validité de votre projet et de votre accord, c'est les personnes qui doivent signer. Ensuite, il faut bien sûr arriver à convaincre les salariés de la validité de votre projet pour mettre tout le monde dans une dynamique positive et fonctionner tous ensemble. Puisque vous allez modifier sans l'accord du salarié son contrat de travail, il faut qu'il adhère à cette idée, en tout cas qu'il adhère plus ou moins au projet. On ne lui demande pas d'être complètement ravi en fonction de ce que vous allez proposer, mais en tout cas qu'il comprenne l'idée et qu'il comprenne pourquoi vous devez faire ça. Entre 11 et 20 salariés, lorsque vous avez un CSE ou plus de 20 salariés et moins de 50 salariés, avec ou sans CSE. Alors, vous avez plusieurs modalités de signature, des élus au CSE, mandatés ou non, les salariés mandatés. Je ne vais peut-être pas revenir sur toutes les modalités de signature parce qu'on va vous envoyer les slides. Et donc là, c'est à vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez et avec qui vous devez négocier. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez. On va plutôt revenir sur l'accord et son contenu. Donc, je vous l'ai dit, l'accord, il peut prévoir d'aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition. Aménager la durée du travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut complètement changer notre organisation du travail. Si par exemple, vous n'aviez pas de forfait jour, vous pouvez, par l'intermédiaire de l'accord de performance collective, mettre en place des forfaits jours. Vous pouvez également, si vous en aviez, modifier vos forfaits jours. C'est-à-dire que si vous aviez prévu un nombre de jours à, je sais pas, vous aviez 205 jours de travail, vous passez à 212 jours de travail. Enfin, vous pouvez modifier vos forfaits jours existants ou vous pouvez créer vos forfaits jours. Je reviendrai juste après sur ces créations. Bon, non, d'ailleurs, je vais vous en parler tout de suite sur ce forfait jour parce que, en revanche, là où c'est important de distinguer, et le ministère du Travail est venu nous faire un petit rappel sur le sujet, c'est que aucun accord, en ce compris l'APC, ne peut imposer à un salarié d'être au forfait jour. Ce qui veut dire que si vous aviez des forfaits jours existants et que vous ne venez que les modifier, alors ça s'imposera au salarié puisque c'est une modification de son contrat de travail et donc par l'intermédiaire de l'APC, ça s'impose à lui. Donc, vous modifiez un dispositif de forfait jour existant. En revanche, si vous mettez en place un dispositif de forfait jour,
Là, ce que nous dit le ministère du Travail, c'est que vous ne pouvez pas l'imposer et il vous faudra, quoi qu'il arrive, un accord du salarié puisqu'il faudra qu'il signe son avenant individuel d'adhésion au forfait jour. Donc, l'APC, il vous permet de créer le forfait jour, pour autant, il ne vous permet pas de l'imposer aux salariés. Donc, il a moins d'intérêt sur cette idée de création de forfait jour, il en a dans cette idée de modification de forfait jour existant. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prévoir l'annualisation du temps de travail, par exemple, si vous ne l'aviez pas. À quoi ça vous servirait d'avoir votre annualisation du temps de travail si vous êtes actuellement à une appréciation à la semaine? C'est d'avoir une appréciation plus globale de vos heures supplémentaires. Donc, ça veut dire, en fonction de ce vous pourriez apprécier vos heures supplémentaires qu'uniquement à la fin de l'année. Vous pouvez mettre des plafonds intermédiaires, pourquoi pas. Ce que vous devez en tout cas faire, c'est évidemment les suivre pour pas vous retrouver à la fin de l'année avec un nombre d'heures supplémentaires important qui finalement devront, quoi qu'il arrive, à un moment être rémunérés. Aménager la durée du travail, ça peut aussi passer par ce que je vous disais tout à l'heure, aménager le taux de vos heures supplémentaires. Ça peut aussi passer par 35 à 39 heures en ayant une revue de vos salaires. Alors, les heures supplémentaires devront, quoi qu'il arrive, être rémunérées. Vous pouvez toucher au taux horaire, vous pouvez toucher pas mal de choses. Vous pouvez prévoir un changement de vos horaires. Alors, même si le changement des horaires n'a pas besoin de passer par accord, mais ça peut être quelque chose de plus global. En fait, il faut imaginer tout un système. Quel est l'objectif de votre accord? Est-ce que vous avez besoin à un moment de prévoir des horaires individualisés, par exemple, qui serait quelque chose de positif pour les salariés qu'ils attendent, et en prévoyant ces horaires individualisés, vous savez, avec des plages horaires d'arrivée et de sortie, est-ce que ça leur permet d'accepter plus facilement autre chose? Ça, c'est aussi l'objet de la négociation. Vous pouvez aménager la rémunération dans le respect des salaires minima hiérarchiques et du SMIC. Pour autant, aménager la rémunération, c'est quoi? Vous avez la possibilité de supprimer des primes de 13e mois. Vous avez la possibilité, je ne sais pas, si vous avez des avantages en nature voiture, par exemple, pour l'intégralité de vos salariés et que finalement, ça n'a pas de sens ou d'intérêt pour tous, et vous avez la possibilité de supprimer ça. Vous avez la possibilité aussi de revoir la rémunération variable, de toucher du fixe pour mettre plus en variable ou inversement. J'ai envie de dire que l'objectif de l'accord de performance imaginé dans le Code du travail, c'est un texte dans le Code du travail uniquement. L'objectif, c'était de se dire tout est possible. On a mis quelques limites, mais globalement, tout est à peu près possible. À vous d'imaginer ce qui est important pour votre entreprise, ce dont vous avez besoin et ce qui peut être fait par vos partenaires sociaux ou en tout cas par les personnes avec qui vous allez négocier. Et évidemment, par vos salariés, in fine, qu'est-ce qui est acceptable pour eux en fonction de la situation de l'entreprise? Est-ce qu'ils sont prêts à travailler un peu plus ou moins vous avez des entreprises qui ont des primes qui sont historiques ou des jours de congés supplémentaires historiques. Est-ce qu'ils sont prêts à accepter d'avoir un jour, 2 jours en moins? Voilà. Et ensuite, la dernière possibilité de votre accord, c'est de déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique. Ça, c'est aussi l'occasion de rendre plus polyvalent des salariés qui refusent de... Alors, vous savez, vous pouvez toucher les tâches des salariés tant que vous n'attaquez pas sur ces fonctions. Là, ça peut être l'occasion de le rendre beaucoup plus polyvalent. Dans le cadre du Covid, par
exemple, je sais pas, la livraison à domicile pour un salarié qui au départ était en service en salle. Enfin, vous voyez, c'est voilà, c'est l'occasion d'adapter en fonction de ce que vous recherchez. Donc je vous le disais, la liberté est grande mais pas totale. En tout cas, vous avez une petite limite là sur la durée du travail. Je vous ai parlé du forfait jour. Un autre point quand même sur la durée du travail à se garder en tête, c'est que ce n'est pas non plus complètement illimité, c'est-à-dire qu'il faut quand même se tenir aux dispositions impératives du Code du travail sur les durées maximales du travail. Vous n'allez pas non plus vous retrouver à faire travailler les salariés jour et nuit sur la base d'un APC. Mais d'ailleurs, jour et nuit, c'est aussi l'occasion de se dire que dans le cadre d'un APC, vous pouvez modifier des salariés qui travaillent entre jour et nuit, ou en tout cas vos modalités d'organisation. Sur les salaires, je vous ai dit, respect tout de même des minima conventionnels imposés par la branche. Ce que vous dit le Code du travail en complément, c'est que l'accord peut prévoir, donc vous n'avez plus d'obligation. C'est assez bien vu évidemment de prévoir des dispositions supplémentaires, mais ce n'est pas une obligation. En revanche, sur le premier point là que je vais vous indiquer, c'est à mon avis assez important de prévoir ces infos. Il faut prévoir les modalités des salariés sur l'application de l'accord, son suivi dans la durée et l'examen de la situation des salariés au terme de l'accord. Ça veut dire quoi? C'est hyper important que vos salariés aient visibilité. Comment on va l'appliquer cet accord? À partir de quand? Comment vous allez vous assurer que ça fonctionne bien? C'est quoi la fin de l'accord? Parce que peut-être que vous n'allez pas prévoir un accord qui a une durée de la durée du travail ou la mobilité professionnelle. Qu'est-ce qui va se passer au terme de l'accord? Comment on va rebasculer d'un côté ou de l'autre? Ça, c'est hyper important de vous poser la question dès le début. Comment ça va s'organiser? Parce que je vous le dis, le Code du travail ne prévoit pas de dispositif, il laisse tout à la main de la négociation. Mais du coup, il faut vous poser la question des blocages que vous pouvez rencontrer. Et si je recrute un nouveau salarié, il va être recruté comment? Avec quelle durée du travail? Si j'ai mis un accord d'une durée de 5 ans, par exemple, je recrute mon salarié. Dans mon accord, j'ai prévu qu'on était au 39, mais dans 5 ans, on repasse aux 35 heures. Comment ça va se passer pour ce salarié? Sans doute, il faut prévoir un double dispositif, c'est-à-dire prévoir la situation des nouveaux embauchés, ça c'est clair. À mon avis, il faut l'évoquer dans l'accord de performance collective, sinon vous allez forcément rencontrer des problèmes. C'est quoi la situation des nouveaux embauchés? C'est quoi la situation des salariés à la fin de mon accord? Et sans doute pour vos nouveaux embauchés, peut-être que dans le contrat de travail, il faudra prévoir une petite clause spécifique pour expliquer comment ça fonctionne. Ensuite, ce que l'accord peut prévoir, et en fonction de ce que prévoit des modalités de votre accord de performance collective, ça a sans doute son intérêt pour faire adhérer les salariés. C'est les conditions dans lesquelles les dirigeants, les mandataires sociaux, les actionnaires fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés. Il est clair que si vous augmentez la durée du travail, vous baissez les rémunérations et vous ne faites que ça, ce type de clause est quand même assez... Encore une fois, vous pouvez tout à fait trouver des signataires en fonction de la situation de votre entreprise, mais ce sera plutôt bien vu de voir qu'on a un effort collectif dans un objectif que vous aurez prévu dans votre accord. L'accord peut aussi prévoir les modalités dans lesquelles sont conciliées vie pro, vie perso. Ça, en fonction de votre accord, ça peut avoir son intérêt si vous mettez en place des forfaits jours, par exemple, mais aussi en fonction de si vous prévoyez des mobilités géographiques, par exemple. C'est intéressant de se dire, j'ai demandé à mon salarié de partir plus loin, je sais qu'il a beaucoup plus de trajets. Voilà, comment je réfléchis à concilier sa vie pro, vie perso. Et bien sûr, les modalités d'accompagnement des salariés qui vont refuser de l'application de l'accord. On va en parler après et du coup, je reviendrai sur ces modalités d'accompagnement. Quelques exemples, même si je vous en ai déjà un petit peu donné. Là, j'essaye de vous mettre un petit exemple concret. Donc là, je vous donne l'exemple d'un salarié, mais évidemment,
vous ne signez pas un accord de performance collective pour un salarié, vous revoyez une collectivité de travail. Mais je vous mets un contrôleur de gestion qui a 35 heures par semaine, qui gagne 2500 euros bruts par mois et qui a un avantage en nature voiture. Dans la première hypothèse, on sait qu'il fait 10 heures sup par mois, globalement, tout le temps. Est-ce que la question à se poser, c'est est-ce que ça n'aurait pas un intérêt d'augmenter en fait sa durée du travail? Ou en tout cas, est-ce qu'on devrait apprécier les heures sup au-delà du mois? Parce que peut-être que, on le sait, en finance, il y a des moments où il y a des périodes de rush et des moments où il y a moins de... Ou en tout cas, on revient à des durées du travail plus classiques. Est-ce que si on apprécie la durée du travail à l'année, on se rend compte que finalement, on ne va pas arriver à, arriver à nos 1607 heures globales à l'année, ou en tout cas avec moins d'heures sup que si on apprécie chaque semaine? Est-ce qu'il faut se poser la question de modifier complètement sa durée du travail? Est-ce qu'il devrait être au forfait jour? S'il est sédentaire, est-ce que dans une idée de participation à l'effort collectif, s'il y a cette idée au départ, la suppression de l'avantage en nature voiture, par exemple, est-ce que c'était un avantage qu'on lui a accordé lorsque l'entreprise allait très bien? Est-ce que finalement, cet avantage en nature voiture, qui est aussi coûteux pour l'entreprise, il en a encore besoin? S'il n'a pas de rémunération variable, est-ce que ça aurait du sens de baisser sa rémunération fixe et d'ajouter un variable? Là, comme ça, on en revient à cette idée de performance et de se dire qu'on donne des objectifs aux salariés en fonction de l'atteinte des objectifs, et donc vous boostez la performance de l'entreprise. Bon, voilà, tout ça, c'est des questions à se poser pour se dire, qu'est-ce qu'on fait? Là, je vous donne des exemples d'accords signés de ce qui a été prévu vraiment dans des accords. Donc, vous allez vous dire, parfois, c'est un peu sec. En tout cas, ça correspond à la situation d'une entreprise à un instant T. Dans l'accord numéro 1, il y a une baisse de la durée du travail, baisse de la rémunération, mais en même temps, on a un engagement en matière d'emploi et investissement. Là, on est sur un site qui allait pas forcément très bien, avec des craintes effectivement sur la rentabilité du site et le maintien du site. Les salariés acceptent dans ce cas de baisser leur durée du travail et leur REM en se disant que, en revanche, l'entreprise s'engage à ne pas licencier économiquement pour 1, 2, voire plus d'années si vous avez une vision lointaine, et un engagement d'utiliser pour faire des investissements dans l'entreprise. L'accord numéro 2, c'est un gel du 13e mois et de la prime d'ancienneté. Donc là, on n'est pas sur une suppression, on est sur se dire, voilà, cette année ou pour 2 ans, on sait que la situation économique est difficile, on va mal, on va geler, mais en revanche, on remet ensuite. L'accord numéro 3, on est sur une situation un peu différente. On est sur une situation post-fusion avec des rémunérations un peu différentes entre les entreprises fusionnées. Et donc, on est sur une idée d'utiliser cet accord de performance collective pour harmoniser les systèmes de REM et en même temps modifier les structures de rémunération avec diminution du salaire de base et octroi d'une indemnité différentielle. Donc, une indemnité différentielle, c'est pour ne pas baisser le salaire de manière sèche. Donc, c'est se dire que pendant un mois, vous aurez moins 10%, puis 2 mois, machin, jusqu'à arriver à l'objectif qui est la diminution du salaire. L'accord numéro 4, c'est l'accompagnement à la mobilité. Donc, c'est de prévoir des primes de déménagement, par exemple, si vous proposez aux salariés de partir plus loin. C'est ce type de dispositif d'accompagnement. Vous avez des entreprises qui prévoient un accompagnement du salarié pour l'aider à trouver un nouveau logement, pour l'aider à trouver l'école des enfants, etc. L'accord numéro 5, alors on en a parlé tout à l'heure, c'est la modification de l'horaire collectif. Vous n'avez pas nécessairement besoin de le faire par accord. En revanche, en fonction de ce que vous prévoyez, vous pouvez le faire au sein de l'accord. Ça peut passer par avoir des horaires décalés, etc. Et suppression de l'avantage en nature voiture, on en a déjà parlé. On va venir sur les effets de l'accord de performance collective et comment on le fait accepter aux salariés. Alors, pas nécessairement socialement, mais déjà comment techniquement on fait. Ça passe par une info des salariés. Donc, une fois que vous avez signé votre accord, il faut informer les salariés. Alors, le conseil, c'est quand même de
faire une info un peu constante, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas le coup de massue, ils se réveillent un matin et on leur dit alors c'est bon, on a signé un accord de performance collective, c'est formidable, on baisse les rémunérations. C'est plutôt qu'ils soient informés au fil de l'eau, mais ça dépend du climat social de votre entreprise et c'est à vous de sentir le climat et la manière dont vous pensez que c'est le plus acceptable. Vous informez qui? Tous les salariés visés par l'accord. Vous informer comment? Alors, par tout moyen conférant date certaine. Donc, c'est à vous d'adapter en fonction de votre entreprise. Si vous êtes dans une entreprise où les salariés sont physiquement présents, ça peut passer par une remise en main propre contre décharge. Si vous êtes une petite entreprise, c'est d'ailleurs sans doute ce qui a du sens de prendre le temps de faire un rendez-vous avec le salarié et de lui expliquer. Les envois massifs par recommandé, ça existe aussi. Ça a peut-être du sens quand vous avez des commerciaux dans toute la France et que vous ne les voyez pas physiquement souvent. Faut se poser la question d'adapter comment vous conférez dates certaines et vous dire aussi, toujours garder à l'idée quand même que l'objectif, c'est d'arriver à leur expliquer le système et les faire adhérer au projet. L'idée d'un accord de performance collective au-delà du juridique, je pense que c'est vraiment l'adhésion des salariés. À défaut d'adhésion, ça a peu d'intérêt, surtout si vous avez un refus massif. Ensuite, vous allez vous poser la question de qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'on licencie tout le monde, on n'a plus personne. Eh bien, dans quel délai? Le silence du salarié, donc on n'attend pas de réponse du salarié. Son silence, au bout d'un mois, vaut acceptation. Ce qui veut dire que dans l'accord, à quel moment l'accord rentre en vigueur, etc. Enfin, en tout cas, à quel moment les mesures sont applicables. En tout cas, voilà, au bout d'un mois, le silence vaut acceptation. Ce qui veut dire que son silence vaut acceptation, il vaut acceptation de l'accord. Donc les clauses de l'accord de performance collective se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles de son contrat de travail. Vous n'avez pas d'avenant à faire signer à vos salariés. La substitution est automatique. Alors juridiquement, ça nous rend toujours un peu perplexes en tant qu'avocat. Je vous avoue que cette idée de substitution de plein droit aux clauses contraires et incompatibles, c'est très nouveau pour nous. Le principal conseil à donner sur ça, c'est je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, c'est de préciser dans l'accord la manière dont ça va se substituer. Il faut quand même faire une étude de la manière, un petit audit des contrats de travail de vos salariés pour voir comment la substitution est possible et que vous ne vous retrouviez pas avec des nœuds hyper difficiles à gérer. Donc, faire un audit des contrats de travail et se dire je suis précis dans mon accord de performance collective et c'est mon accord qui me permettra de répondre à toutes les difficultés que je peux rencontrer dans l'application de mon accord. Je vous l'ai dit, comment on traite les nouveaux embauchés et surtout, il faut articuler tout ça avec la durée de votre accord. Donc, pour combien de temps vous signez cet accord? Modalité de la substitution, donc pas d'avenant. Et le point, c'est de savoir comment on gère dans le temps tout ça. Si on doit, par exemple, signer un avenant sur autre chose dans quelques temps et qu'on a modifié notre forfait jour, mais que du coup, notre forfait jour dans le contrat n'est plus le même, mais je signe un avenant, comment j'articule tout ça? Voilà, en tout cas, ça se réfléchit. Ça se réfléchit et ça se précise dans l'accord. Le dernier point important, c'est les effets du refus du salarié. Donc, il a le droit de refuser et il vous le dit dans le délai d'1 mois à compter du moment où vous l'avez informé. Il vous fait connaître par écrit sa décision. Ma préconisation, c'est comme pour le reste, c'est de prévoir les modalités d'info du refus dans l'accord pour qu'on soit clair que c'est pas je refuse auprès de mon manager comme ça par oral rapidement. Je trace le refus, puisqu'à un moment, il faut faire courir nos délais. Et le refus l'expose à un licenciement qui repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous ai... qui constitue une cause réelle et sérieuse, ce qui veut dire que
Ce qui veut dire qu'a priori, en termes de contentieux, vous êtes plutôt sécurisé. Vous avez un motif qui est ni économique ni individuel, qui est le refus de l'application de l'accord de performance collective. Je vous dis pas d'obligation de licencier, je vous le modifierai un petit peu avant de vous l'employer parce que je me disais c'est pas très clair. Alors si évidemment vous avez une obligation, en tout cas si vous décidez de licencier, vous allez rédiger une lettre de licenciement, vous allez suivre la procédure classique. Par pas d'obligation de licencier, ce que je veux dire c'est que vous pouvez aussi prévoir que si vous vous rendez compte que vous avez un refus massif de vos salariés et que vous perdez 50% de votre entreprise, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout et donc de licencier l'ensemble des salariés qui ont refusé. En revanche, forcément, on va se poser la question de savoir si vous décidez de ne pas licencier tout le monde, comment on individualise. C'est assez délicat d'individualiser et là vous retomberez sur les travers assez connus du droit du travail, attention à la discrimination, l'égalité de traitement, comment j'ai défini qui je licenciais. Et bien sûr, on a toujours cette problématique de nos nouveaux embauchés. Pour engager votre procédure de licenciement, vous avez 2 mois à compter de la notification du refus du salarié. Ce qui veut dire que vous avez quand même le temps, a priori, d'appréhender et de voir comment vous allez traiter la situation. Alors le temps, oui et non, parce que le temps passe vite et que vous n'aurez peut-être pas remis à tout le monde en même temps, selon comment vous allez décider de remettre l'info à vos salariés, vous l'aurez peut-être pas remise à tout le monde en même temps. Donc 2 mois, c'est long et ça passe vite. Et on se pose une petite question un peu technique qui est que se passe-t-il en cas de refus avant l'expiration du délai. Vous le savez, en cas de modification du contrat pour motif économique, le salarié a également ce délai d'1 mois pour s'y opposer. Pour autant, on considère qu'on doit attendre l'expiration du délai d'1 mois pour agir, considérant qu'il peut toujours changer d'avis. On se pose la question de savoir si on doit appliquer le même système ici. En fonction des délais, c'est peut-être le plus raisonnable. En tout cas, voilà, la question est ouverte. Voilà pour la présentation de l'accord de performance collective. Je suis à votre disposition pour toute question. Je suis passée un peu vite sur certains points, notamment comment on négocie, avec qui, etc. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez des points, si vous voulez des précisions. Je suis à votre disposition. Vous pouvez ouvrir vos micros hein, si besoin, ça sera plus facile que par le chat, n'hésitez pas et puis ça facilitera l'échange. Bonjour Eric Delay, j'ai juste une petite question parce que je suis malheureusement arrivé un petit peu en retard. Vous allez envoyer la présentation par mail ou pas? Oui, bien sûr. Merci. Est-ce qu'il y a des points à éclaircir ou c'est clair pour tout le monde? Pas besoin de questions particulières à vos problématiques spécifiques? Moi, j'ai peut-être une petite question pour vous qui peut peut-être aider à faire rebondir. Est-ce que cet accord de performance collective, vous en aviez déjà entendu parler? Vous êtes plutôt dans une réflexion de signer un accord ou plutôt ça vous intéresse de vous dire qu'il y a d'autres modalités? Et vous en pensez quoi pour vos entreprises? Vous pensez que c'est quelque chose qui est finalement théorique et vous ne voyez pas comment vous pouvez signer quelque chose comme ça ou...
personne souhaite intervenir? Par le chat, hein, si vous préférez. Si c'est clair ou si finalement vous avez besoin de plus d'infos à revue de la présentation ou questions un peu spécifiques, je serai à votre disposition de toute façon. Vous avez les coordonnées hein, de toute façon de Maître Gaillet à la fin de la présentation, donc n'hésitez pas, si besoin, à reprendre contact avec elle. Je pense que ce qu'il faut quand même retenir, si je peux faire une petite conclusion sur cet accord, c'est que ça nécessite de trouver les partenaires pour le négocier. Ça nécessite d'être un peu mature dans la réflexion et ça nécessite sans doute une maturité aussi des partenaires avec qui vous allez négocier. Mais finalement, ça peut se négocier dans pas mal de circonstances, pas forcément que en cas de difficulté économique. Vous avez des entreprises qui l'ont signé dans un sens aussi très positif. Donc vous pouvez en faire ce que vous voulez en fait de cet accord. On a une petite question dans le chat. Je ne sais pas si vous la voyez, savoir s'il était possible de rentrer un peu plus dans le détail sur le processus de négociation. Oui. Alors, le processus de négociation, il va différer en fonction de la taille de votre entreprise. La première étape, c'est d'identifier avec qui vous négociez. Si vous avez des délégués syndicaux, c'est vite trouvé. Vous allez convoquer vos délégués syndicaux et vous allez leur dire que vous envisagez de négocier un accord de performance collective, en tout cas que vous y réfléchissez. Selon vos habitudes, il y a des entreprises qui ont l'habitude de commencer par négocier en off, puis qui le font de manière officielle. Donc, vous pouvez tâter le terrain, de voir ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils connaissent? Parce que c'est un peu la première étape aussi. Est-ce qu'ils savent un peu ce que c'est? Ça peut passer un peu comme les premières ruptures conventionnelles collectives qu'on a pu signer. Ça peut passer aussi par un peu de formation. En tout cas, alors formation, peut-être pas au sens strict du terme, mais plutôt par vous, leur expliquer comment ça fonctionne, ce que c'est qu'un accord de performance collective, à quoi ça sert et pourquoi vous l'envisagez dans votre entreprise. Ensuite, c'est un process de négociation classique, c'est-à-dire qu'avec les délégués syndicaux, vous allez les convoquer à plusieurs réunions, vous allez réfléchir avec eux, vous allez rédiger un projet d'accord de performance collective, ils vont vous commenter votre accord et puis vous allez finalement arriver à la signature. En fonction de la représentativité de vos organisations syndicales, vous signerez un accord collectif majoritaire à plus de 50%. Et si vous n'arrivez pas aux 50%, vous ferez un référendum auprès de vos salariés. Ça, c'est l'option avec des délégués syndicaux. Ce qui est important quand même, je pense, dans l'intervalle, mais qui est toujours à discuter avec les délégués syndicaux, c'est comment dans l'intervalle avec les salariés. On va peut-être pas rester complètement sous silence. Est-ce que c'est eux qui ont la main pour dire que voilà, vous avez envisagé cette négociation, ou est-ce que vous commencez un petit peu à communiquer et c'est quoi votre manière de communiquer dans votre entreprise? Est-ce que vous retrouvez une fois par semaine, une fois par mois et vous avez une communication orale, ou est-ce que vous envoyez des mails de communication? Voilà, c'est un peu à apprécier en fonction de l'entreprise. Lorsque vous n'avez pas d'OSR, dans ce cas, la négociation, elle est différente en fonction des effectifs de l'entreprise. La situation, elle est la même quand vous avez une entreprise de moins de 11 salariés ou entre 11 et 20 salariés, mais sans CSE. Là, la situation, elle est un peu simple, c'est que l'employeur propose un projet d'accord et les salariés vont devoir le ratifier à la majorité des 2/3 du personnel.
évidemment, vous allez avoir une vraie problématique toujours d'adhésion et d'explication du projet d'accord à vos salariés pour obtenir cette ratification. Donc, ça peut passer par des réunions collectives, d'explications, etc., en leur expliquant quel est le but pour obtenir la ratification à la majorité des 2/3. Et donc là, vous allez organiser un vote assez classique. Vous fournirez votre accord 15 jours avant à vos salariés et vous organiserez un vote pour qu'ils ratifient l'accord. Lorsque vous êtes entre 11 et 20 salariés avec CSE ou plus de 20 salariés et moins de 50, que vous ayez un CSE ou non, là, la situation est la même. C'est au choix avec des élus de votre CSE mandatés ou non. Donc, c'est quoi un élu mandaté? C'est mandaté par une organisation syndicale représentative de la branche. Donc, ça nécessite d'envoyer un courrier à la branche, enfin plutôt aux organisations syndicales de la branche, pour qu'ils décident ou non de mandater un de vos salariés, un élu ou un salarié. Là, la procédure, eh ben, vous n'avez rien de spécifique. La procédure, elle est la même en fait qu'avec un délégué syndical. Vous allez ensuite négocier avec votre élu ou votre salarié mandaté. Il va être signé, alors avec toujours ces conditions de majorité. S'il est signé avec un salarié mandaté, vous aurez une approbation par les salariés à la majorité des suffrages. Et enfin, dans les entreprises de plus de 50 salariés avec ou sans CSE, mais donc toujours sans organisation syndicale, la négociation, elle se fait soit avec un élu du CSE qui est mandaté. Si votre élu du CSE, il n'est finalement pas mandaté, donc c'est-à-dire que vous allez, le process, il est que vous prévenez vos élus et vous leur dites, bah voilà, je voudrais qu'on négocie un accord de performance collective, vous lui expliquez un peu ce que c'est, ensuite vous leur envoyez à tous un courrier un peu plus formel en leur disant que vous allez ouvrir la négociation, qu'ils peuvent se faire mandater. Les organisations syndicales de la branche sont prévenues, elles décident ou non de mandater. Donc ça, après, c'est une stratégie de part et d'autre d'ailleurs. Si personne au sein de votre CSE veut négocier, un salarié peut être mandaté. Et vous devrez suivre le process, qui est de faire connaître votre intention de négocier aux élus et donc à l'OSR, un délai d'1 mois aux élus pour répondre et vous dire s'ils sont mandatés, et ensuite vous avez la même problématique de négociation classique. Si vous négociez avec un élu ou un salarié mandaté, alors il faudra une approbation des salariés à la majorité des suffrages, et si vous n'avez une négociation avec un élu non mandaté, il n'y a pas cette approbation. Donc c'est finalement plus simple, ou en tout cas plus simple, je ne sais pas, mais sans doute, en tout cas, vous n'avez pas cette approbation et donc ce double vote avec vos salariés. Est-ce que ça répond à votre question ? Parfait. Si plus d'autres questions, je vous propose de terminer ce webinaire. Merci à toutes et tous pour votre présence. Merci, Maître Gaillet, pour votre intervention. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée.